Et on poursuit avec Yvan Rioufol. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Liselotte Dutreuil. Alors, qu'attendez-vous de l'élection de Retailleau à la tête des Républicains? On en parlait à l'instant avec Louis Rigaudière. Oui, bah, écoutez, j'attends de Bruno Retailleau qu'il fasse en sorte que la droite soit de droite, c'est-à-dire qu'il rompt une fois pour toutes avec le piège centriste mollasson qui a mis les Républicains dans cet état léthargique actuel et qui a d'ailleurs également fait fermer les yeux de toutes les autorités françaises face à ce que le Figaro dévoile ce matin du rapport sur l'entrisme islamiste qui maintenant a envahi tous les rouages de la société. Et donc il y a les républicains, en tout cas, ont participé également à cet aveuglement-là. Bon, je me réjouis bien entendu de la victoire de Retailleau, j'aime beaucoup cet homme-là, mais je remarque quand même malgré tout que les républicains n'ont mobilisé que 98 000 votants, soit à peu près 2 fois moins que les votants du dernier duel qui avait été sanglant, vous vous en souvenez sans doute, entre Fillon et Copé. Donc les républicains, j'entends les républicains maintenant qui deviennent tout à fait euphoriques, ils sont loin d'être redevenus le parti attractif qu'ils ont pu être et ils doivent faire preuve, me semble-t-il, d'un minimum de modestie, ce qui n'est peut-être pas toujours le cas dans ce que j'entends des discours actuels. Bon, j'attends de Retailleau, dans le fond, qu'il clarifie l'ambiguïté qui me paraît être centrale dans son élection, même si son élection est sans appel face à Laurent Wauquiez, il y a une ambiguïté qui permet à certains républicains d'y voir la validation d'une coopération dans le temps avec le gouvernement, avec la Macronie, avec ce que l'on appelle le bloc central. Et j'ai remarqué d'ailleurs que dès dimanche soir, Jean-François Copé, qui est un des soutiens de Bruno Retailleau, a suggéré immédiatement un rapprochement avec Édouard Philippe, en excluant tout accord avec le Rassemblement national présenté comme un parti démagogique avec une facilité dans l'argumentation qui laisse un peu perplexe. Mais j'ai remarqué également que cette qualification de parti démagogique avait été reprise également par Retailleau lui-même, ce qui laisse à penser que la pente centriste qui est pourtant en contradiction avec la rupture qui est exigée de toute une partie d'une droite, est encore une possibilité qui pourrait entraîner Retailleau vers une sorte d'illisibilité dans sa posture. Alors j'observe, pour être tout à fait honnête, que Retailleau a bien parlé dès son élection, il a bien parlé de rupture, il a dit les mots, il a parlé de rupture, il a parlé de société nouvelle, il a parlé de révolution pénale, mais il n'a pas pour l'instant, en tout cas, contredit tous les Copé, les Woerth, les Larcher, les Bertrand, les Pécresse qui le poussent précisément dans les bras de ce bloc central-là. Or, il me semble que la droite doit répondre d'une manière très claire aujourd'hui à la révolution conservatrice qui parcourt l'Europe, qui a d'ailleurs failli gagner très récemment le week-end dernier en Roumanie. Et cette révolution conservatrice oblige à acter une radicalité dans la posture, un divorce clair avec le système mondialiste, qui est le système mondialiste représenté par Macron. En fait, et c'est peut-être là la faiblesse à venir de Retailleau. Il semble que celui-ci soit encore prisonnier de ces interdits idéologiques qui ont été hérités de la gauche, qui lui ont fait rejeter toute alliance d'appareil avec les partis souverainistes, dont le Rassemblement national. Et j'entends encore Retailleau exclure cette possibilité, cette nécessité, de mon point de vue, d'avoir à s'allier avec les autres partis souverainistes s'il veut vraiment acter cette rupture dont il se réclame. La Libye, j'entends la Libye maintenant qui est ressortie à chaque fois de dire que les options économiques du Rassemblement national seraient incompatibles avec les républicains. Ça me paraît être une excuse qui n'est pas valable, car dans le fond, sur beaucoup d'autres sujets, les républicains maintenant parlent comme le Rassemblement national. Donc, il me semble il pourrait y avoir et cela m'étonne un peu parce que cela ne représente pas le caractère de Retailleau, mais il semble quand même qu'il y ait chez lui un manque de ténacité, un manque de courage, un manque d'audace qui pourrait effectivement conduire à une grande déception. J'espère me tromper. Et ce que je vois pour l'instant, c'est que il y a une révolution qui s'est enclenchée, mais que cette révolution cherche ses révolutionnaires. Bah, écoutez, on les attend effectivement.
Comment est-ce que vous jugez, autre sujet, hein, cet échec de Georges Simeone, qui est donc été le candidat souverainiste à la Oui, présidentielle on a roumaine? vu on a tous, regardé de très près effectivement, ce que pouvait donner cette élection en Roumanie. Moi, ce que je vois tout d'abord, c'est qu'il faut d'urgence lever le doute sur l'accusation qui a été portée par le patron de la messagerie Telegram, Pavel Durov, qui assure et qui le confirme encore très récemment, avoir reçu des pressions de la France et plus précisément de la DGSE et plus précisément encore du patron de la DGSE, Nicolas Lerner, pour supprimer des comptes de voix conservatrices. J'entends que des voix se sont élevées pour réclamer une commission d'enquête parlementaire sur cette grave accusation. Pavel Durov ne parle pas pour ne rien dire. Mmh. Moi, je me joins à cette demande d'enquête parlementaire, d'autant que autour de cette élection en Roumanie, il y a eu beaucoup d'irrégularités, notamment celle qui a conduit à l'annulation du premier candidat, Georgescu, qui était arrivé en tête au premier tour et qui, sur des soupçons qui n'ont pas été étayés, des soupçons d'infiltration d'infiltration russe dans la campagne, pardon, aurait perverti cette élection. Les preuves n'ont pas été apportées et donc il y a encore un doute. J'accepte naturellement ce scrutin, mais si ce scrutin avait été perverti par des manœuvres dilatoires de la part des européistes, ce serait tout de même un grand scandale démocratique et les scandales démocratiques ne manquent pas dès que l'on parle de cette Europe-là. En tout cas, la défaite de Simeon à 46% est tout à fait honorable parce que c'était un candidat qui n'était pas connu, qui était d'ailleurs plutôt mal préparé pour ce que j'ai pu en voir. Et cela reflète tout de même le dynamisme de ces souverainistes qui, en Pologne également, ce week-end dernier, ou au Portugal également, sont en train d'ébranler tout ce vieux système mondialiste, européiste, qui veut ignorer les peuples. Je remarque également que Simeon s'était réclamé de la révolution trumpienne, et je pense il a raison de se mettre dans ces rouages-là, même s'il n'était peut-être pas obligé d'insulter à ce point à ce point Emmanuel Macron, Nicolas, c'est j'étais un amalgame qui est curieux. D'à ce point, Emmanuel Macron qui a été traité, et notamment d'ailleurs chez vous-même, quasiment de dictateur ou presque. Je crois qu'il parlait de tendance dictatoriale d'Emmanuel Macron. Oui. Bon, c'est de la part d'un candidat à la présidentielle, il aurait pu s'épargner quand même d'avoir à se laisser caricaturer dans ces outrances-là. En tout cas, reste que c'est bien, c'est bien une victoire qu'il faut malgré tout constater et qu'il faut donc également prendre en considération que ce système européiste, ce système mondialiste, ce système macroniste, et qui certes est contesté, a encore de beaux restes, si je puis dire, et qui n'est pas, qu'il va défendre chèrement ses prérogatives, et avec on a pu le voir ailleurs, en Allemagne notamment, avec les menaces de M. Breton, avec des coups qui seront permis jusqu'à l'outrance. C'est-à-dire que, rappelez-vous que M. Breton avait dit que si l'Allemagne votait mal, il est possible que les élections en Allemagne également auraient pu être contestées par l'Europe et par ses commissaires. Donc il faut s'attendre à tout de la part de cette Europe qui me semble, de cette Union européenne qui est contestée aujourd'hui par tous ces dirigeants souverainistes. Et dans cet affrontement idéologique, je pense qu'il faut aujourd'hui choisir son camp. Et là encore, c'est un défi qui va être celui auquel M. Retailleau devra répondre. Je pense que le défi est de savoir si l'on se place du côté des oligarques mondialistes, représentés par effectivement cette Macronie et ce bloc central qui en font partie, ou si il faut se placer du côté des conservateurs patriotes qui sont en train d'embrayer sur cette révolution conservatrice partie des États-Unis. Je pense que Retailleau devrait avoir à choisir entre ces deux camps-là. Son passé, qui avait commencé par être soutien de Philippe de Villiers, le pousserait à soutenir les conservateurs patriotes, je l'imagine en tout cas sur le papier, mais je vois également que son entourage le pousserait plutôt à soutenir les oligarques mondialistes, si je puis dire. Donc, toute la question est de savoir si Retailleau aura le caractère suffisant pour s'affirmer dans ses convictions profondes ou pas. Là, je n'ai pas la réponse. Mais on l'aura prochainement, on n'en doute pas. Merci, Yvan Rioufol pour cette, analyse et puis on vous retrouve la semaine prochaine. Merci.